Aux Zamunda, un homme n'a même pas besoin de tendre la main vers son verre. Quelqu'un l'a déjà rempli pour lui. Il n'a pas besoin de choisir sa chemise, de préparer son bain, de marcher seul dans un couloir ou de ramasser ce qui tombe de sa table. Tout arrive avant même que le désir soit formulé. Cet homme s'appelle Hakim Joffer. Il est le prince héritier d'un royaume imaginaire où l'or, les jardins et les cérémonies semblent avoir repoussé toute contrariété hors du champ. Et pourtant, le premier geste important d'un prince à New York est presque invisible. Hakim regarde autour de lui. Il comprend que cette vie parfaitement réglée lui a retiré une chose essentielle, le droit de décider. Le film de John Landis, sorti en 1988 sous le titre original Coming to America, bâtit toute sa comédie sur cette contradiction. Hakim possède le luxe, l'éducation, la sécurité et l'affection sincère de ses parents. Mais il ne possède pas encore son propre avenir. Il va bientôt avoir 21 ans, l'âge où son père, le roi Jaf Joffer, estime qu'un futur souverain doit se marier. Pour le roi, la question n'est pas de savoir si son fils rencontrera quelqu'un. La réponse existe déjà, rangée dans le protocole, dans les alliances familiales et dans la certitude que le pouvoir sait mieux que les individus ce qui leur convient. Cette première partie est volontairement excessive. De jeunes femmes jettent des pétales sous les pas d'Hakim, des serviteurs accomplissent des tâches que personne ne devrait confier à un autre être humain, et le palais ressemble moins à un lieu de vie qu'à une grande machine chargée de confirmer, minute après minute, que son prince est exceptionnel. La mise en scène ne cherche pas le réalisme documentaire. Zamunda est un décor de conte éclatant, presque trop riche, parce que le film veut faire sentir le poids de la douceur elle-même. Quand tout est prévu pour vous, même le confort devient une cage. Hakim n'est pas présenté comme un adolescent capricieux qui rêve de fuir ses devoirs. Eddie Murphy le joue au contraire avec une retenue qui surprend si l'on pense à l'énergie explosive de certaines de ses comédies. Son prince écoute, observe, s'excuse presque d'avoir une volonté propre. Cette discrétion donne du prix à sa révolte. Il ne veut pas abandonner Zamunda, humilier son père ou devenir un autre homme. Il veut rencontrer une femme qui puisse lui répondre. À ses yeux, l'amour ne peut pas naître d'un programme auquel l'un des deux n'a jamais eu le droit de dire non. Le jour où la future épouse lui est présentée, rend le problème impossible à ignorer. Imani Easy a été formée depuis l'enfance à satisfaire le mari qui lui sera désigné. Elle ne joue pas la soumission pour gagner une position. Elle a été façonnée pour ne plus imaginer d'autres rôles. Hakim teste cette éducation de manière absurde, presque enfantine, et découvre qu'elle obéirait même à une demande humiliant sa propre dignité. Le gag est cruel par sa simplicité. Ce n'est pas Imani qui manque de personnalité. C'est Système qui l'a privé de l'espace nécessaire pour la montrer. À cet instant, la recherche d'Hakim change de nature. Il ne cherche pas une femme jolie ou prestigieuse. Il cherche une personne imprévisible, capable de vouloir autre chose que lui. Ce désir paraît évident à un spectateur moderne, mais le film le fait émerger à partir d'un cadre où tout invite à le considérer comme une offense. Pour le roi Jaf, l'union d'Hakim avec Imani a déjà une logique politique, familiale et royale. Pour son fils, elle représente le contraire d'un choix. James Earl Jones donne au roi une présence qui évite de le réduire à un tyran de comédie. Il porte la voix, les vêtements et la hauteur du souverain, mais on sent aussi un père qui croit protéger ce qu'il a construit. Son tort ne vient pas de la méchanceté. Il est persuadé que le statut d'Hakim exige des sacrifices que le garçon n'a pas encore la maturité de comprendre. Madge Sinclair, dans le rôle de la reine à Orléans, occupe une place plus silencieuse au départ. Son regard accompagne toutefois celui de son fils. Elle voit très vite que l'obéissance parfaite n'est pas une preuve de bonheur. Alors Hakim formule une demande invraisemblable. Il souhaite partir 40 jours aux États-Unis, sans suite officielle, pour y trouver lui-même une épouse. Le roi accepte, mais seulement parce qu'il suppose encore pouvoir garder le voyage sous contrôle. Il envoie Semi avec lui, son ami le plus proche et son assistant personnel. Semi n'est pas un compagnon d'aventure au sens romantique du terme. Il connaît le palais, les habitudes d'Hakim, les règles de la cour.
Surtout, il aime beaucoup trop le confort pour comprendre spontanément ce que son prince cherche à quitter. Arsenio Hall joue Semi avec une précision très différente de celle de Murphy. Aki va découvrir le monde avec une curiosité presque grave. Semi le traverse comme une erreur de réservation qu'il faut corriger au plus vite. Cette opposition ne les rend jamais ennemis. Leur amitié tient justement à ce décalage. Semi est celui qui rappelle constamment à Hakim qu'il est un prince, même quand Hakim veut l'oublier. Hakim est celui qui oblige Semi à constater qu'un titre ne vaut rien s'il empêche de vivre. Le premier passage de Zamunda à l'Amérique se fait sans faux suspense. Pas de tempête, pas de danger physique, pas de choc dramatique. Un avion atterrit et deux jeunes hommes habillés comme des souverains sortent dans New York. La comédie naît du contraste immédiat entre leur élégance cérémonielle et la vitesse indifférente de l'aéroport. Personne ne les attend. Personne ne sait ce qu'est Zamunda. Leur richesse est réelle, mais elle n'existe qu'à l'intérieur du regard qui la reconnaît. Hakim choisit le Queens, avec une logique de conte qui le satisfait pleinement. S'il cherche une reine, il doit commencer par le quartier dont le nom évoque une reine. Semi comprend que ce raisonnement est fragile, mais il le suit. Le taxi les dépose dans un secteur de Jackson Heights, où les deux hommes découvrent un immeuble délabré, un propriétaire énergique et un appartement qui n'a rien à voir avec les suites qu'ils imaginaient. La caméra laisse le contraste s'installer. Dans la chambre du palais, chaque objet est à sa place. Ici, tout semble fatigué, étroit, bruyant, et l'on sent que la plomberie elle-même a une opinion. Semi est horrifié. Hakim, lui, est presque soulagé. Pour la première fois, personne ne se baisse avant qu'il lève le pied. Personne ne lui demande ce qu'il désire avant qu'il ne le sache. Il doit porter ses bagages, ouvrir une porte, comprendre comment fonctionne un quartier qui ne lui doit rien. Le film transforme des gestes ordinaires en découvertes. Là où une autre comédie aurait seulement moqué la saleté ou l'inconfort, Un prince à New York s'attarde sur la joie prudente d'Hakim. Il ne romantise pas la pauvreté, il goûte l'autonomie. Le nom qu'Hakim adopte est simple, Joe. Ce choix est moins un déguisement sophistiqué qu'une réduction volontaire. Il ne veut pas être applaudi, il veut voir ce qui reste quand on retire l'annonce de sa naissance. Semi, lui, a beaucoup plus de mal à disparaître. Son costume, son attitude et son rapport instinctif à l'argent le trahissent sans cesse. Très tôt, le film installe cette petite bombe comique. Hakim veut être vu comme un homme ordinaire, alors que son meilleur ami se comporte comme quelqu'un qui ne peut concevoir l'existence sans service haut de gamme. Le quartier leur offre ensuite une scène essentielle, le salon de coiffure. C'est un lieu où l'on ne vient pas chercher une vérité officielle, mais une parole qui rebondit, se contredit, se moque et reprend. Les habitués discutent, s'interrompent, exagèrent. Pour Hakim, ce brouhaha a quelque chose de nouveau et d'attirant. Personne ne pèse ses mots pour lui plaire. Personne ne se demande si le roi sera satisfait de la conversation. Les voix existent pour elles-mêmes. Le film cache là une autre de ses prouesses. Eddie Murphy, déjà présent comme Hakim, apparaît également sous le maquillage dans le rôle de Clarence, propriétaire du salon, puis dans celui de Saul, un client âgé. Arsenio Hall se glisse aussi dans d'autres figures du quartier. La transformation n'est pas un simple numéro de reconnaissance. Elle agrandit New York comme si la ville contenait une troupe entière de personnages derrière chaque porte. Le rire ne vient pas seulement du fait de savoir qui se cache sous le latex. Il vient du rythme, des postures, des silences et de la façon dont chaque rôle semble avoir sa propre respiration. Clarence invite les deux Amundiens à une soirée de collecte de fonds pour le voisinage. Hakim y va parce qu'il n'a aucune raison de refuser, mais la séquence devient aussitôt le premier vrai moment de sa quête. La salle rassemble des personnes qui ne se ressemblent pas, des familles, des voisins, des artistes amateurs, des gens qui veulent être remarqués, et d'autres qui sont là simplement parce que le quartier les a appelés. Avant même que Lisa McDowell apparaisse, Hakim découvre ce qui lui manquait à Zamunda. La possibilité d'entrer dans un lieu sans que le scénario de la soirée ait été écrit à son intention. La scène se construit avec une énergie volontairement désordonnée. Un prédicateur chauffe la salle,
un chanteur monte sur scène avec une assurance très supérieure à la qualité de sa prestation et le public réagit sans politesse de cour. Eddie Murphy joue ce chanteur, Randy Watson, avec une conviction héroïquement déplacée. Le personnage ne sait pas qu'il est mauvais. Ou plutôt, il a décidé que cette information ne pouvait pas le concerner. Dans un film consacré au droit d'être soi, Randy Watson apparaît comme une blague, mais aussi comme une miniature parfaite. Lui aussi se présente au monde sans demander de permission. Puis Hakim voit Lisa. Shari Headley la fait entrer sans artifice de princesse. Elle n'est pas isolée dans un faisceau de lumière. Elle ne joue pas à être inaccessible. Elle est avec sa famille, attentive, vive, ancrée dans l'espace où elle se trouve. Hakim ne tombe pas amoureux à cause d'un détail spectaculaire. Il remarque une femme qui a une présence propre, qui parle sans trembler et dont les réactions ne sont pas calibrées pour flatter un homme puissant. C'est exactement ce qu'il est venu chercher, même s'il ne la connaît pas encore. Lisa travaille dans le restaurant familial, McDowell's, avec son père Cléo et sa sœur Patrice. Le nom du restaurant annonce immédiatement le ton de la satire. Tout ressemble à une grande chaîne de restauration rapide, mais pas tout à fait. Chaque différence est minuscule, défendue avec un aplomb immense. Cléo McDowell a bâti son affaire sur cette proximité audacieuse et se prépare à justifier chaque détail comme s'il plaidait devant une cour suprême. John Amos lui donne une autorité drôle, très américaine, forgée non par une couronne mais par le commerce, la famille et une certaine idée du travail. Pour revoir Lisa, Hakim ne choisit pas une stratégie de prince. Il choisit le sol de la cuisine. Lui et Semi demandent un emploi au McDowell's et sont engagés au plus bas de l'échelle. Hakim accepte les tâches que personne ne rêve d'obtenir, nettoyer, vider, apprendre les gestes répétitifs, faire ce qui doit être fait quand la salle est déjà pleine et que personne ne félicite celui qui travaille. Semi, bien sûr, vit cette embauche comme une catastrophe de rang international. Mais le film refuse de faire de lui un simple snob. Sa panique est aussi la panique d'un ami qui ne reconnaît plus le monde auquel il appartenait. Le travail au McDowell's devient le premier test honnête d'Hakim. Au palais, sa gentillesse pouvait rester théorique. Tout le monde était obligé de la recevoir. Ici, elle doit se traduire par une attitude, par une patience, par la manière dont il écoute les collègues et apprend sans exiger de traitement spécial. Il ne se transforme pas d'un coup en employé parfait. Il reste maladroit dans certains gestes, trop cérémonieux dans certaines réponses. Pourtant, il s'investit avec une application qui touche Lisa avant même qu'elle sache pourquoi. Le regard de Lisa est tout aussi décisif. Elle ne rencontre pas un prince déguisé pour la divertir. Elle rencontre un homme qu'elle croit modeste, poli, un peu étrange, mais capable de travailler et de respecter ce qui compte pour sa famille. Le mensonge d'Hakim est déjà en place, et le film ne l'ignore pas. Seulement, au début, il ressemble à une protection. Hakim voudrait retirer son titre du portrait afin que Lisa puisse choisir librement. La question qui va progressivement assombrir la romance est plus difficile. Peut-on vraiment demander à quelqu'un de vous aimer pour vous-même en lui cachant une part aussi immense de vous-même? Autour de Lisa, un autre homme occupe déjà l'espace. Daryl Jenks, le fils de la famille Soulglow, arrive avec la brillance insistante de ses cheveux et la confiance d'un homme qui confond visibilité et valeur. Eric Lassalle le joue sans ambiguïté. Daryl est beau, sûr de lui, bruyant, et il a l'habitude de considérer Lisa comme un élément logique de son avenir. À côté de lui, Hakim paraît presque effacé. Mais cette différence est précisément ce qui intéresse le film. Daryl parle comme s'il avait déjà gagné. Hakim écoute parce qu'il sait qu'il n'a encore rien mérité. La quête du prince vient seulement de commencer. Il a trouvé une ville qui ne connaît pas son nom, un emploi qui ne respecte pas son rang et une femme qui ne lui doit aucune attention. Pour la première fois, toutes les réponses ne sont plus préparées dans une salle du palais. Elles dépendent de ses actes. Cette traversée raconte et éclaire un prince à New York. Elle ne remplace pas le film, dont la comédie tient aussi à ses regards, à ses entrées et à ses métamorphoses. Mais pour comprendre pourquoi cette histoire a conservé une telle place, il faut maintenant suivre ce que le mensonge d'Hakim rend possible, et ce qu'il finira par coûter.
Le premier obstacle n'est pas un rival, ni le père de Lisa, ni même la distance entre New York et Zamunda. C'est la manière dont Hakim a appris à se comporter. Il voudrait devenir invisible, mais l'éducation royale ne disparaît pas avec un uniforme de restaurant. Sa politesse est trop parfaite, sa façon de se tenir trop droite, son étonnement devant les petites choses trop sincères. Quand il découvre la logistique d'un comptoir, les machines, les commandes, les clients pressés, il ne joue pas aux pauvres. Il essaye vraiment de comprendre un monde qu'on ne lui a jamais laissé toucher. Cette nuance compte. Si Hakim méprisait le travail avant d'y être forcé, son apprentissage aurait le goût d'une leçon punitive. Or, le film choisit autre chose. Il révèle qu'un homme servi toute sa vie peut malgré tout désirer contribuer. La tâche la plus ordinaire devient pour lui une preuve d'existence. Il ne s'agit pas d'affirmer que nettoyer un sol rendrait automatiquement plus noble. Il s'agit de voir Hakim découvrir qu'une journée n'a pas besoin d'être cérémonielle pour avoir du sens. Au McDowell's, les collègues le regardent d'abord comme un nouveau venu un peu trop doux. Maurice, joué par Louis Anderson, apporte une énergie de travailleur dépassé par les événements, avec cette manière de parler, qui rend chaque détail plus urgent qu'il ne l'est réellement. Cléo surveille son entreprise avec l'œil d'un patron qui a dû défendre sa place. Patrice, la sœur de Lisa, observe les garçons et les possibilités qu'ils représentent avec une franchise plus légère. Hakim ne pénètre pas dans une famille idéale. Il entre dans une petite société où chacun connaît son poste, ses frustrations et les habitudes des autres. Lisa, elle, ne se laisse pas immédiatement entraîner dans une romance. C'est l'un des choix les plus justes du film. Elle a déjà Daryl dans sa vie, ou plutôt Daryl occupe déjà l'espace autour d'elle. Il est l'enfant d'une réussite commerciale éclatante, le visage lustré d'une marque de produits capillaires omniprésente, le candidat évident au mariage que Cléo pourrait trouver rassurant. Dans les scènes où Daryl apparaît, tout brille un peu trop. Son costume, sa coiffure, son sourire, le parfum de publicité qu'il semble transporter avec lui. Rien n'est laissé au hasard. La publicité Soul Glo mérite qu'on s'y arrête parce qu'elle résume l'humour du film en quelques secondes. Le produit est présenté avec le sérieux emphatique des réclames de l'époque comme une promesse de succès absolu. La musique de Nile Rodgers lui donne une puissance de jingle qu'on retient tout de suite, tandis que l'image pousse l'idée jusqu'à l'absurde. La réussite laisse des traces brillantes partout où elle passe. Daryl n'est pas seulement le petit ami de Lisa. Il est l'extension humaine de ce rêve de consommation, quelqu'un qui pense qu'un bon emballage révèle nécessairement un bon destin. Lisa connaît pourtant les limites de ce décor. Elle ne paraît pas fascinée par les cadeaux, par les promesses de réseau ou par l'assurance de Daryl. Ils parlent de leur couple comme d'une affaire déjà conclue, et cette certitude pèse davantage que ses excès de vanité. Lorsque Daryl annonce des projets qui concernent leur avenir commun, sans lui avoir demandé ce qu'elle veut, le film fait résonner, en version new-yorkaise, le problème qu'Hakim a fui à Zamunda. La forme change, pas le mécanisme. Là-bas, une famille royale choisissait une épouse pour le prince. Ici, un homme ambitieux organise une vie pour la femme qu'il aime supposément. Hakim remarque cela, sans jamais trouver le mot exact pour l'exprimer. Il n'a pas encore l'expérience des relations ordinaires, mais il reconnaît très bien la différence entre un consentement vivant et une place assignée. Face à Daryl, il ne peut pas simplement brandir sa richesse. Ce serait trahir le projet entier de son voyage. Il doit gagner la confiance de Lisa avec les ressources d'un homme nommé Joe, employé débutant, habitant d'un logement minuscule, sans voiture impressionnante ni famille connue. Cette contrainte donne aux scènes de séduction une pudeur que l'on n'attend pas forcément d'une grande comédie de 1988. Hakim ne multiplie pas les grands discours. Il essaie d'être présent. Il accompagne Lisa, écoute ce qu'elle dit de son père, observe la manière dont elle travaille, s'intéresse à ce qui l'agace. Même ses maladresses ont une fonction. Elle rappelle qu'il découvre les règles au moment même où il essaie de ne pas paraître perdu. Pendant ce temps, Semi vit une autre histoire à quelques mètres de là. Dans leur appartement, il ne supporte ni le mobilier, ni le bruit,
ni l'idée que son prince puisse s'habituer à une vie qu'il juge indigne de lui. Semi n'a jamais prétendu chercher la vérité à travers l'inconfort. Il veut retrouver les objets qui garantissent son identité, une salle de bain digne de ce nom, une télévision, de beaux meubles, tout ce qui permet de se raconter qu'on n'est pas vraiment tombé si bas. L'appartement devient alors le terrain de leur conflit le plus drôle et le plus révélateur. Hakim accepte la pauvreté du lieu parce qu'elle le place au même niveau que les autres. Semi l'interprète comme une punition absurde. Quand il tente d'introduire un peu de luxe dans cet espace, il ne pense pas faire du mal. Il veut sauver ce qui lui reste de repères. Mais pour Hakim, ces signes de richesse menacent de réduire tout le voyage à une parenthèse touristique. S'ils vivent comme des princes cachés, ils n'apprennent rien, ils consomment une expérience. Il faut voir la déception d'Hakim quand il découvre que Semmi a utilisé leurs ressources pour transformer l'appartement. Le prince n'est pas furieux uniquement à cause de l'argent. Il réalise que son ami n'a pas entendu la demande profonde derrière l'exil. Hakim veut être confronté au monde, pas le décorer à son image. Semmi, lui, croit toujours qu'il suffit d'améliorer le décor pour que le monde redevienne acceptable. La réponse d'Hakim est un geste de comédie, mais elle contient une logique morale nette. Il prend l'argent à Semmi et le donne à deux hommes sans abri croisés dans la rue, Mortimer et Randolph Duke. Cette apparition relie discrètement le film à Trading Place, une autre comédie de John Landis avec Eddie Murphy. Pour qui reconnaît les personnages, la scène est un clin d'œil savoureux. Deux anciens puissants, désormais déchus, reçoivent une fortune d'un prince qui ne mesure pas encore ce qu'il donne. Pour Hakim, il ne s'agit pas de citer un autre film. Il agit selon ce qu'il estime juste sans mettre en scène sa générosité. Ce choix éclaire ce qui sépare Hakim de Daryl et, plus largement, de l'image que son père se fait du futur roi. Hakim ne rejette pas l'argent parce qu'il serait impur. Il a grandi dans l'abondance. Il comprend simplement que la richesse devient vide lorsqu'elle sert à éviter toute relation réelle. Semmi aurait utilisé l'argent pour se protéger du quartier. Hakim l'utilise pour répondre à un besoin qu'il voit devant lui. Ce n'est pas un manifeste, seulement une réaction immédiate. C'est ce qui la rend touchante. Semmi ne reste pas longtemps sans ressources. Par peur, par frustration et par désir de retrouver son confort, il contacte Zamunda afin qu'on lui envoie de l'argent. Le geste paraît minuscule. Un message expédié de New York vers un palais lointain. Mais dans un récit fondé sur le secret, c'est la première fissure sérieuse. Semmi n'appelle pas un banquier anonyme. Il s'adresse au roi. À partir de ce moment, la fuite d'Hakim cesse d'être une aventure privée. Avant que cette conséquence arrive, la romance obtient enfin son espace. Hakim propose à Lisa un rendez-vous et elle accepte. Le film ne transforme pas cette sortie en soirée luxueuse, parce que Joe ne peut pas payer une expérience de prince. Il se retrouve dans les lieux ordinaires d'une ville immense. Transport, rues, restaurants, matchs, conversations prises dans le mouvement. Pour Hakim, tout est nouveau. Il n'a jamais été seul au milieu d'une foule qui ne se pousse pas pour lui ouvrir un passage. Il apprend à attendre, à regarder, à suivre le rythme de Lisa. Lors d'un match de basket, le contraste devient comique. Hakim arrive avec une simplicité sincère, mais le regard des autres finit par remarquer qu'il y a chez lui quelque chose d'étrangement familier. Il n'est pas encore identifié comme prince dans le sens officiel du terme. Il devient surtout un homme qui attire l'attention parce qu'il ne sait pas feindre l'indifférence. Semmi, de son côté, croit voir chaque difficulté comme une preuve que leur plan est insensé. Hakim voit plutôt une série de portes qui s'ouvrent sans être gardées. Lisa commence à comprendre pourquoi elle se sent différente avec lui. Daryl lui propose un avenir déjà emballé. Hakim lui propose une présence. Il ne l'interrompt pas pour parler de lui, ne traite pas ses désirs comme des obstacles temporaires, ne transforme pas chaque repas en présentation de produits. Son calme ne signifie pas qu'il n'a rien à cacher. C'est toute la tragédie légère du film. Les qualités qu'elle admire chez Joe sont bien celles d'Hakim, mais elles sont séparées de la vérité de son existence. La scène avec la famille McDowell fait remonter cette tension. Cléo protège sa fille avec l'assurance d'un père qui a connu les rapports de force.
Il ne voit pas d'un bon œil un employé sans fortune apparente se rapprocher de Lisa. Son jugement est moins cruel que pragmatique. Cléo a construit son commerce à force d'efforts. Pour lui, la stabilité d'un homme se lie aussi dans ce qu'il peut offrir concrètement. Hakim, qui pourrait acheter le restaurant sans y réfléchir, doit écouter cette objection sans pouvoir se défendre honnêtement. Le film s'amuse alors d'un paradoxe délicieux. Le seul prétendant dont Cléo se méfie est en réalité celui qui a le plus de pouvoir, le plus d'argent et le plus de sécurité au monde. Mais si Hakim révèle tout cela, il perd la raison même pour laquelle Lisa a commencé à le regarder. Sa richesse lui donnerait immédiatement l'approbation de Cléo, tout en risquant de transformer l'affection de Lisa en question insoluble. John Amos joue cette naïveté paternelle avec beaucoup de chaleur. Cléo n'est pas un obstacle caricatural posé devant les amoureux. Il veut voir sa fille en sécurité, il aime son entreprise et il mesure le monde à travers ce qu'il connaît. Sa confiance peut être achetée par des signes extérieurs, oui, mais le film ne prétend pas que cette faiblesse lui appartient à lui seul. À Zamunda aussi, le rang a défini la valeur d'Imani. À Queens, la marque Soul Glo et l'entreprise de Daryl remplissent la même fonction sous d'autres couleurs. Lisa se retrouve donc entre deux modèles qui l'étouffent. Daryl est le choix validé par la réussite visible. Joe est l'inconnu qui ne possède rien, du moins en apparence. Le film ne demande pas au spectateur de croire qu'elle tombe amoureuse d'un homme pauvre parce que la pauvreté serait romantique. Elle est attirée par sa manière de la considérer. Quand Hakim se trompe, il ne l'écrase pas de charme. Quand il ne comprend pas une expression ou une habitude, il l'admet. Cette vulnérabilité lui donne enfin un visage accessible. Les discussions du salon de coiffure continuent de ponctuer l'avancée du récit. Elles n'expliquent pas l'intrigue, elles lui donnent de l'air. Chaque retour dans ce lieu rappelle que le film existe aussi pour le plaisir de voir les acteurs changer de corps, d'âge, de voix, de rythme. Clarence mène les échanges comme un maître de cérémonie impatient. Saul provoque. Sweets commente, Maurice répond. Les blagues semblent souvent partir de travers, puis retrouver un ordre invisible. Hakim écoute cette communauté bavarde comme on écoute une langue nouvelle. Cette pluralité de rôles n'est pas gratuite. Eddie Murphy et Arsenio Hall ne se contentent pas d'empiler les transformations pour impressionner. Ils créent, autour d'Hakim et de ses mis, un monde où l'identité n'est jamais seulement ce que l'on annonce. Le prince est déguisé en employé. Des comédiens célèbres disparaissent sous le maquillage. Cléo se prend pour un grand industriel tout en vivant dans l'ombre comique d'un géant de la restauration. Daryl se vend comme un homme idéal parce que son apparence le dit. Partout, le film demande « Que voit-on vraiment et qu'est-ce qui se cache derrière la surface ?» Le mensonge d'Hakim reste pourtant plus lourd que les autres masques. Plus Lisa s'attache à lui, plus la vérité devient difficile à présenter. Il pouvait justifier son silence au début en se disant qu'il voulait éviter les chasseuses de fortune. Désormais, il sait qu'il doit aussi éviter de perdre Lisa. Cette raison est humaine, mais elle n'est plus aussi pure. L'amour qu'il cherchait à libérer commence à vivre dans une information incomplète. Semi, lui, a envoyé son message. À Zamunda, le roi Jaf reçoit la demande d'argent et comprend que quelque chose ne va pas. Un prince héritier ne disparaît pas simplement dans une ville étrangère, surtout quand son compagnon de voyage signale qu'il manque de fonds. Le père d'Hakim n'imagine pas encore la nature exacte de l'aventure, mais il n'acceptera pas longtemps de rester dehors. Le compte à rebours est donc lancé sans que Lisa le sache. D'un côté, elle découvre un homme attentif qui ne ressemble pas à Daryl. De l'autre, un avion royal s'apprête à transporter jusqu'à Queens tout ce qu'Hakim avait voulu laisser derrière lui. L'histoire d'amour vient à peine de devenir possible. Elle va maintenant être forcée de répondre à la seule question que le prince a cherché à différer. Peut-elle aimer Hakim lorsque Joe cesse d'exister? Avant que le palais ne débarque dans sa vie, Hakim essaye encore de préserver l'équilibre fragile qu'il a construit. Son travail, ses rendez-vous avec Lisa et les visites au salon de coiffure ne forment pas une existence parfaite. Ils ont quelque chose de bricolé, de provisoire, mais c'est précisément leur force. Hakim apprend que l'intimité ne se fabrique pas avec un grand décor.
Elle prend forme dans la répétition. Revoir une personne, se souvenir de ce qu'elle a dit, arriver à l'heure, accepter qu'une journée puisse être banale. Semi, lui, ne supporte pas longtemps cette banalité. Son appel à Zamunda lui obtient de l'argent, et l'argent lui rend aussitôt ses mauvais réflexes. Là où Hakim voit une somme qui risque de casser leur couverture, Semi voit la possibilité de réparer une injustice cosmique. Il recommence à acheter, à aménager, à faire entrer le palais sous une forme réduite dans une ville qui ne l'a pas invité. Le film ne le condamne pas avec dureté. Semi est drôle parce qu'il tient à ses privilèges avec une franchise que les autres personnages dissimulent. Leur appartement devient ainsi une sorte de laboratoire. D'un côté, les murs usés, les voisins imprévisibles, la vie qui déborde de partout. De l'autre, les accessoires du luxe que Semi introduit pour ne pas perdre pied. Hakim comprend que cette contradiction est dangereuse. Non seulement elle peut révéler qui ils sont, mais elle révèle aussi à quel point son projet dépend d'un contrôle qu'il croyait avoir abandonné. Il voulait devenir ordinaire, mais il lui suffit de quelques billets pour que l'ordinaire soit remplacé par un décor mensonger. Une soirée avec Lisa met cette tension à nu. Hakim voudrait lui offrir un moment simple, lui montrer qu'il est capable d'être un compagnon attentif, sans se réfugier derrière la couronne. Mais Semi, par ses dépenses et par l'animation qui envahit l'appartement, transforme l'espace en lieu impossible à partager. Lisa ne sait pas qu'elle entre dans la vie d'un prince. Elle voit seulement un homme qui semble cacher de plus en plus de choses. Même lorsque les secrets ne sont pas nommés, il modifie la température d'une pièce. Le film utilise beaucoup les portes à ce moment-là. Une porte d'appartement qui s'ouvre sur un voisin, une porte de restaurant qui laisse entrer un client pressé, une porte derrière laquelle Semi protège son confort, une porte que Lisa franchit en croyant connaître la personne qu'elle vient voir. Ce sont des détails de mise en scène modeste, mais ils accompagnent l'idée centrale. Hakim veut choisir qui peut entrer dans son histoire. Or, l'amour ne peut pas fonctionner si l'autre reste constamment devant un seuil. À Zamunda, la réaction du roi Jaf est tout autre. Un père inquiet se transforme très vite en souverain offensé. Le voyage avait été accepté comme une parenthèse encadrée, pas comme une disparition. La reine à Orléans l'accompagne, ainsi que le personnel et toute la grandeur de leur monde. Le film prépare cette collision sans chercher à la rendre réaliste au sens strict. L'arrivée de la délégation royale à Queens est un choc visuel, une masse de couleurs, de tissus, de cérémonial qui semble venir d'un autre film. Le choix est savoureux parce que le quartier n'est pas présenté comme un décor neutre à conquérir. Il a déjà ses règles, son volume, ses curieux, ses figures. Quand le cortège du Zamunda se rapproche de l'immeuble d'Hakim, il ne fait pas que révéler un secret. Il rend soudain visibles les hiérarchies ridicules que le prince avait réussi à suspendre. Les voisins qui l'ignoraient deviennent des témoins. Le propriétaire qui le traitait comme un locataire ordinaire se retrouve face à une richesse qui dépasse tout ce qu'il pouvait imaginer. Hakim n'est pas là pour recevoir ses parents lorsqu'ils arrivent, et cette absence crée une comédie d'embarras. Semi doit faire face aux questions, aux regards, aux protocoles. On mesure alors l'écart entre les deux amis. Hakim voulait échapper à une identité écrasante. Semi, au fond, a attendu toute l'aventure, le moment où cette identité redeviendrait visible. Il est soulagé par le retour de l'ordre, même si cet ordre signifie que la liberté d'Hakim est terminée. La découverte ne s'arrête pas à l'immeuble. Le roi et la reine veulent comprendre où leur fils travaille, qui il fréquente, quelle vie il s'est fabriquée. La caméra fait circuler les corps royaux dans des espaces qui ne sont pas conçus pour eux. Ce décalage produit beaucoup de rire, mais il révèle également une chose importante. Le pouvoir n'entre jamais quelque part sans modifier le comportement des autres. Dès que Cléo apprend qui est vraiment Hakim, il ne voit plus Joe, l'employé sans fortune. Il voit le prince héritier d'un royaume fabuleusement riche. La scène avec Cléo est l'une des plus nettes du film. Jusqu'ici, il s'inquiétait pour Lisa parce qu'il croyait Hakim trop pauvre. En quelques instants, son jugement se retourne. Il accueille la perspective d'un gendre royal avec l'enthousiasme d'un homme qui vient de recevoir une garantie de succès absolu.
C'est drôle, parce que le spectateur connaît l'ironie. L'homme que Cléo refusait est le même, avec les mêmes gestes, la même douceur, les mêmes intentions. La seule différence est une information. Pourtant, cette information suffit à réorganiser la pièce entière. Le film ne fait pas de Cléo un monstre. Il est emporté par la promesse d'un statut qui dépasse son imagination. Son restaurant, ses ambitions et sa fierté familiale l'ont toujours rendu sensible aux signes de réussite. La venue du roi ne lui révèle pas qu'Hakim est soudain devenu digne de Lisa. Elle révèle la faiblesse de la grille à travers laquelle Cléo attribuait la dignité. C'est une critique tendre, jamais un sermon. Daryl, à l'inverse, perd brusquement l'avantage qu'il croyait définitif. Sa confiance reposait sur l'idée qu'il était l'option la plus brillante, la plus sûre, la plus capable d'impressionner Cléo. Face à Hakim et aux Zamunda, il découvre une échelle de richesse qu'il ne peut ni imiter ni vendre. Sa réaction est celle d'un homme dont le décor s'effondre. Il continue de parler, de se présenter, de faire valoir sa place, mais le film a déjà déplacé le centre de gravité. Pour Lisa, le choc est plus profond. Le problème n'est pas qu'Hakim soit riche. Elle aurait pu apprendre à vivre avec cette réalité. Le problème est qu'il a laissé une relation naître en organisant l'ignorance autour d'elle. Hakim justifie son choix avec sincérité. Il voulait être aimé pour ce qu'il est, pas pour son titre. Mais Lisa entend aussi ce que cette phrase lui retire. Elle a le droit de choisir un homme ordinaire, un homme riche, un prince ou personne. En cachant la vérité, Hakim a voulu protéger son choix. Il l'a en partie remplacé par le sien. La douleur de Lisa rend la scène plus mature que sa mécanique de comédie ne le laisse croire. Elle ne se contente pas de se fâcher parce qu'on lui a réservé une surprise. Elle comprend que chaque moment partagé doit être relu. Le travail au restaurant, les rendez-vous modestes, l'appartement, l'air de vulnérabilité de Joe. Tout était vrai dans son émotion, mais encadré par un mensonge gigantesque. On peut aimer les qualités d'Hakim et reconnaître qu'il a blessé Lisa. Le film tient parce qu'il laisse ces deux propositions coexister. La reine Aboléan voit ce désastre avec une lucidité que le roi n'a pas encore. Elle comprend que leur fils n'a pas fui par frivolité. Il a trouvé une femme et il est prêt à renoncer à des choses que son père considère comme impossibles à abandonner. Son regard sur Jaff change alors de fonction. Au début, elle accompagnait la tradition. Maintenant, elle regarde un homme qui s'accroche à une règle même lorsque cette règle détruit le bonheur de son enfant. Hakim essaie de parler à Lisa sans parade, sans bijoux, sans argument de pouvoir. Il va jusqu'à dire qu'il serait prêt à laisser son trône si c'était le prix à payer. Cette proposition est capitale. Le prince qui voulait prouver qu'il pouvait vivre comme un homme ordinaire est désormais confronté à une décision réelle. Le luxe n'est plus un costume qu'il peut enlever pendant 40 jours. Il devient un héritage qu'il doit être prêt à remettre en jeu. Lisa ne cède pas immédiatement, et c'est juste. Si elle acceptait sur le champ, le film donnerait raison au principe même qu'il critique. Un homme important décide, explique, puis attend qu'une femme se range à son récit. Elle a besoin de distance. Elle doit séparer ce qu'elle ressent pour Hakim de ce qu'elle ressent face à la découverte. Le silence qui s'installe après les grandes révélations est plus important que les mots prononcés. Pour la première fois, Hakim ne peut pas résoudre un problème avec son charme, sa patience ou son intention généreuse. Il retourne alors vers Zamunda. Ce retour n'a rien d'un triomphe. Le palais est le même, les couloirs sont toujours impeccables. Les serviteurs sont toujours prêts à devancer chaque désir. Mais Hakim a changé de regard. Ce qui lui semblait autrefois naturel ressemble maintenant à un rôle trop étroit. Il connaît le bruit d'un immeuble, le travail d'un comptoir, la gêne d'un premier rendez-vous, l'énergie d'un lieu où les gens se coupent la parole. Le Zamunda n'est pas devenu mauvais, il est devenu insuffisant. Le roi, lui, pense que le voyage a prouvé ce qu'il voulait prouver. Le monde extérieur est imprévisible, donc il faut revenir au plan. Imani est toujours disponible, les préparatifs peuvent reprendre, la stabilité du royaume doit l'emporter. Il ne voit pas que l'expérience d'Hakim a justement rendu le retour impossible. Le fils obéissait autrefois parce qu'il n'avait pas de comparaison. Maintenant, il sait ce que coûte une vie qui ne vous appartient pas.
La tristesse d'Hakim n'est pas spectaculaire. Eddie Murphy la joue avec une économie qui donne au film son dernier mouvement. Il ne devient pas un révolutionnaire flamboyant, ne déclare pas la guerre à son père, ne renie pas son pays. Il avance vers un mariage arrangé parce qu'il croit avoir perdu Lisa, mais chaque geste dit qu'il n'a pas accepté la situation. Sa résignation est plus douloureuse que la colère, parce qu'elle ressemble à l'ancien Hakim, celui qui aurait laissé les autres choisir. Pendant ce temps, à New York, Lisa doit regarder ce qui reste quand Daryl ne suffit plus à remplir la place d'un avenir. Il n'a pas changé. Il est toujours sûr de lui, toujours convaincu que le choix logique finira par l'emporter. Mais Lisa voit désormais très clairement la différence entre être désirée et être entendue. Elle ne veut ni de la vie préparée par Daryl, ni d'un conte royal qui exigerait qu'elle pardonne trop vite. Elle veut pouvoir décider ce que son histoire signifie. La révélation a donc séparé les deux amoureux, mais elle a aussi fait apparaître leurs vrais problèmes. Hakim ne cherchait pas seulement une femme capable de dire non. Il doit lui-même devenir un homme capable d'accepter ce non, même lorsqu'il lui fait mal. Lisa ne cherche pas seulement un homme honnête. Elle doit savoir si elle peut croire en lui après avoir découvert que son honnêteté avait des limites. La fin ne fonctionnera que si ces deux apprentissages se rencontrent. Le film a commencé avec une épouse entraînée à répondre comme on l'attend d'elle. Il se dirige maintenant vers une cérémonie où Hakim risque de retrouver exactement ce qu'il avait refusé. La différence, cette fois, est qu'il sait ce qu'il perd. Et dans ce genre de conte, la connaissance est le seul élément qu'aucun roi ne peut ordonner. Au palais, les préparatifs reprennent avec une efficacité presque inquiétante. Les tissus, les bijoux, les danses et les gardes redonnent à Zamunda son apparence de royaume sûr de lui. Pour les gens qui entourent Hakim, une noce royale est une affaire qui dépasse un sentiment individuel. Elle garantit une continuité, confirme une alliance, offre au peuple un spectacle d'unité. Plus l'organisation est splendide, plus elle fait ressortir le vide intime du prince. Tout est prêt, sauf son consentement. Imani réapparaît dans ce dernier acte sans avoir besoin d'être transformée en rivale jalouse. Elle est, elle aussi, enfermée dans une situation que d'autres ont construite. Le film ne lui donne pas un long parcours autonome, et c'est une de ses limites. Toutefois, son retour rappelle avec force l'image du début. Hakim n'a jamais cessé de comprendre ce que son mariage signifierait pour elle et pour lui. Deux personnes placées l'une devant l'autre, chargées d'accomplir une histoire que personne ne leur a demandé d'écrire. La reine à Orléans finit par exprimer clairement ce que son regard suggérait depuis le départ. Elle reproche à Jaf de défendre une tradition au prix du bonheur de leur fils. Sa prise de position ne consiste pas à rejeter Zamunda ni à ridiculiser le roi. Elle demande simplement que le pouvoir cesse de traiter Hakim comme une fonction avant de le considérer comme un être humain. C'est un déplacement discret mais décisif. La reine ne renverse pas le palais. Elle oblige le palais à voir ce qu'il ne voulait pas voir. Jaf reste convaincu qu'un héritier doit faire ce qui est nécessaire. Sa grandeur tragique, à l'échelle d'une comédie, vient de là. Il aime son fils, mais imagine que l'amour doit passer après le devoir. James Earl Jones donne à cette conviction une densité presque shakespearienne, puis le film la ramène doucement vers le langage du conte. Le roi n'est pas un homme cruel qui se réjouit de l'échec d'Hakim. Il est un homme tellement habitué à être obéi qu'il a oublié combien il est difficile d'aimer une personne libre. À New York, Lisa ne prend pas une décision parce qu'une musique lui commande de courir vers le prince. Elle doit d'abord mesurer ce qu'Hakim lui a réellement offert. Sa douleur est toujours là, mais elle sait également qu'il lui a proposé de renoncer au trône. Ce détail change la lecture du mensonge. Il n'efface rien, il montre simplement que le secret n'était pas un plan de domination. Hakim avait peur d'être aimé pour la mauvaise raison, et cette peur l'a conduit à mal agir. Lisa peut condamner le choix sans nier le sentiment. Cléo joue ici un rôle plus subtil qu'il n'y paraît. Son enthousiasme pour le statut royal a d'abord aggravé l'humiliation de Lisa. Il a confirmé qu'autour d'elle, tout le monde pouvait soudain juger Hakim à partir de son pouvoir. Mais Cléo finit aussi par comprendre que le bonheur de sa fille ne se résume pas au prestige.
Quand il accompagne sa famille vers Zamunda, il ne part pas négocier une affaire. Il part soutenir Lisa dans une décision qui doit rester la sienne. Le voyage inverse répond exactement au premier voyage d'Hakim. Au début du film, un prince arrive à New York habillé comme un souverain et choisit de devenir anonyme. À la fin, Lisa, Cléo et Patrice quittent Queens pour entrer dans un royaume qu'ils ne connaissent pas. La différence est essentielle, Lisa ne va pas vers Zamunda parce qu'on l'y a affectée. Elle y va parce qu'elle a choisi d'affronter Hakim, d'entendre ce qu'il a à lui dire et de décider elle-même si elle veut cette vie. Le palais accueille leur arrivée avec la même magnificence qui avait écrasé le spectateur au début. Mais notre regard n'est plus le même. Au premier acte, ces couleurs et ces cérémonies étaient vues depuis l'intérieur comme une prison dorée pour Hakim. À présent, elles sont vues par Lisa et par les McDowell, qui en découvrent la démesure avec des yeux new-yorkais. Le film trouve là son dernier contraste comique. Cléo, homme de commerce habitué à défendre son McDowell's, se retrouve dans un univers où même sa fierté paraît trop petite pour l'espace. La cérémonie commence. Hakim avance vers l'autel avec une gravité qui tranche avec le faste environnant. Il croit toujours qu'il doit épouser Imani. Le voile de la future épouse masque son visage et concentre toute l'attention sur une question simple. Le prince va-t-il répéter l'histoire qu'il a passé le film à fuir? La mise en scène n'a pas besoin de multiplier les complications. Elle utilise l'objet le plus classique du conte romantique, le visage caché, pour offrir une révélation qui ne dépend pas d'un coup de force. Sous le voile, ce n'est pas Imani, c'est Lisa. Ce moment fonctionne parce que Lisa n'est pas livrée à Hakim comme une récompense. Elle s'est déplacée jusqu'à lui, elle a fait le trajet. Elle est entrée dans le monde qu'il aurait abandonné pour elle. Et elle se tient là parce qu'elle a décidé de lui donner une chance. Le film ne fait pas croire que la confiance revient comme par magie. Il transforme l'arrivée de Lisa en un choix visible, public, irréversible, exactement l'inverse de l'obéissance qu'Hakim refusait au début. Le sourire d'Hakim ne signale pas seulement qu'il retrouve la femme qu'il aime, il marque la fin de sa passivité. Pendant une grande partie du film, Hakim a cru que la liberté consistait à se cacher et à attendre qu'on le choisisse pour ses bonnes qualités. La dernière partie lui apprend autre chose. Être libre, c'est aussi dire la vérité, accepter les conséquences de ses actes et ne pas confondre une intention noble avec un droit de décider pour l'autre. Lisa ne revient pas parce que Joe était parfait. Elle revient parce qu'Hakim s'est enfin montré prêt à perdre ce qu'il possède pour ne pas la posséder. Le roi Jaf comprend alors ce que le film lui demandait de comprendre depuis la présentation d'Imani. Un héritier n'est pas uniquement le dépositaire d'un royaume. C'est un fils, et il devra un jour régner avec la personne qu'il aime, pas avec une silhouette choisie par des intérêts anciens. Le changement du roi est rapide, comme l'exige le rythme de cette comédie, mais il n'est pas absurde. Il a vu Hakim accepter la séparation plutôt que de forcer Lisa à revenir. Cette preuve lui montre que son fils n'est pas devenu irresponsable. Il est devenu capable d'une responsabilité qui ne se mesure pas en cérémonie. La séquence finale offre au film le luxe qu'il avait temporairement mis à distance. Il y a les vêtements somptueux, le char, les danses, les visages réjouis, la ville royale qui célèbre ses futurs souverains. Mais le sens de cette abondance a changé. Au début, le luxe était une chose imposée à Hakim, le décor d'une existence où tout était fait pour lui. À la fin, il est le cadre que Lisa accepte de découvrir parce qu'elle sait qu'elle pourra y garder sa voix. Les mêmes fleurs ne racontent plus la même histoire. Hakim lui propose encore, avec une douceur qui ne doit pas passer inaperçue, de renoncer à la couronne si elle ne veut pas de cette vie. Cette fois, il ne pose pas une question pour tester son obéissance. Il ouvre une porte. Lisa lui répond en femme qui a déjà choisi, et le geste final garde une note de jeu entre eux. La comédie n'oublie jamais qu'elle est une comédie. Après la tension, elle donne aux amoureux un espace de légèreté. Le destin de Semi et de Patrice s'inscrit dans l'arrière-plan de cette célébration. Leur rapprochement amuse parce qu'il suggère une symétrie imparfaite. Semi, qui craignait tant de perdre son confort, a traversé l'aventure avec Hakim sans cesser d'être lui-même. Patrice, plus direct et plus frivole en apparence,
trouve en lui une présence qui participe au même conte. Le film ne développe pas leur histoire autant que celle de Lisa et Hakim, mais leur sourire rappelle que le palais est désormais ouvert à des possibilités que le protocole n'avait pas prévues. La dernière image de bonheur ne résout pas toutes les questions que le film a posées. Que deviendra Imani? Comment Lisa vivra-t-elle réellement la cour de Zamunda? Le couple pourra-t-il équilibrer liberté personnelle et responsabilité politique? La suite sortie en 2021 répondra à sa manière à une partie de cet après. Mais le premier film choisit de s'arrêter là où son conte tient le mieux, au moment où une femme et un homme peuvent enfin se faire face sans qu'un script ancien parle à leur place. Ce choix d'arrêt explique la durabilité de la fin. Un prince à New York n'essaye pas de transformer son dernier quart d'heure en leçons lourdes sur les institutions, le mariage ou l'Amérique. Il préfère régler sa promesse initiale avec une idée très simple. Hakim ne cherchait pas une épouse parfaite. Il cherchait une partenaire capable de lui compliquer la vie parce qu'elle était libre. Lisa ne cherchait pas une couronne. Elle cherchait une relation dans laquelle son jugement compte. Lorsqu'ils se retrouvent, le conte peut enfin commencer pour de bonnes raisons. Il faut aussi remarquer la manière dont le film utilise le titre. Venir en Amérique ne signifie pas seulement prendre l'avion vers un autre pays. Pour Hakim, c'est entrer dans un espace où son nom n'ouvre aucune porte, où l'argent doit rester caché, où les gens peuvent lui dire non, où une fille qu'il admire ne l'attend pas. Pour Lisa, l'Amérique qu'elle connaît est déjà pleine de conventions. L'entreprise familiale, le petit ami validé, les attentes du père. Le film ne prétend jamais que New York est un territoire magique de liberté pure. Il montre plutôt deux personnes qui essaient d'y inventer une marge de choix. Cette nuance rend le rire plus riche. Les caricatures sont assumées, le royaume de contes, le quartier vibrant, le fast-food parodique, la publicité capillaire devenue religion, le salon de coiffure qui fonctionne comme une scène de vaudeville. Mais derrière ces excès, chaque personnage important se demande comment vivre avec le rôle que le monde lui a assigné. Hakim doit cesser d'être seulement le prince. Lisa doit cesser d'être seulement la fille de Cléo ou la future épouse de Daryl. Jaf doit cesser d'être seulement le roi. Même Semi découvre qu'être l'assistant d'un héritier ne résume pas toute une vie. Une bonne comédie romantique ne gagne pas parce que le héros obtient ce qu'il voulait. Elle gagne parce que l'objet du désir se transforme. Hakim part chercher une femme qu'il aimera pour ce qu'il est. Il revient après avoir appris qu'il doit d'abord se rendre réellement connaissable. Lisa veut respirer hors d'une relation où l'on décide pour elle. Elle ne rejoint pas le palais pour être décorée, mais parce que son choix y est reconnu. La fin ferme donc l'intrigue et corrige la demande de départ. Après la cérémonie, le film laisse flotter une sensation très particulière, celle d'un monde exagéré qui a tout de même trouvé une vérité émotionnelle. On se souvient des costumes, du jet, du McDowell's, des personnages grimés, de l'éclat improbable de Soul Glow. Mais si ces images restent, c'est parce qu'elles entourent un couple que la comédie a pris le temps de rendre crédible. Hakim et Lisa ne sont pas frappés par une destinée. Ils ont dû choisir, se tromper, se perdre, puis revenir l'un vers l'autre, avec plus de lucidité. L'histoire complète est alors refermée. Reste à comprendre comment un film à la fois très ancré dans l'énergie de la fin des années 1980 et aussi délibérément intemporel a réussi à devenir un rendez-vous pour plusieurs générations. La réponse tient à ses interprètes, à son art du masque, à la précision de sa satire et à quelques décisions de fabrication qui ont donné à ce conte son allure si reconnaissable. La première décision est de confier le centre du récit à Eddie Murphy en le privant d'une part de l'agressivité comique qui faisait alors sa réputation. Le public venait voir une vedette capable d'aller très vite, de répondre plus fort que tous les autres, d'occuper l'écran avec une confiance presque électrique. Hakim fait l'inverse. Il écoute souvent avant de parler. Il laisse les autres le sous-estimer. Il sourit quand il ne comprend pas encore. Cette retenue ouvre de la place autour de lui, et cette place permet à la ville, à Lisa et à Semi de le transformer. C'est un choix de construction remarquable. Si Hakim avait été aussi démonstratif que Randy Watson ou Clarence,
l'histoire d'amour deviendrait une succession de numéros. En le tenant légèrement en retrait, le film donne au rôle secondaire la possibilité de créer le chaos, tandis que le prince devient la ligne calme à laquelle tout revient. Murphy ne cesse pas d'être drôle. Son comique passe simplement par le décalage entre sa dignité et les circonstances. Le voilà obligé de vivre dans un appartement en mauvais état, de travailler dans un fast-food, de comprendre un rendez-vous ordinaire, sans jamais abandonner complètement la grâce d'un homme élevé pour régner. L'idée des multiples personnages renverse ensuite cette économie. Quand Murphy apparaît au salon de coiffure en Clarence ou en Saul, il peut retrouver une liberté beaucoup plus expansive. Sa diction change, son centre de gravité change, le rythme de son corps change. Rien ne repose uniquement sur un nez artificiel ou une perruque. Clarence avance comme un homme qui a construit son territoire avec son volume sonore. Saul provoque parce qu'il sait comment faire grimper la température d'une conversation. Randy Watson se déplace comme si chaque note ratée confirmait son génie. Les maquillages attirent le regard, mais les personnages vivent grâce aux détails de jeu. Arsenio Hall suit le même principe avec une précision complémentaire. Semmi n'a pas la posture d'Hakim, il est plus nerveux, plus méfiant, plus immédiatement sensible au confort et au jugement social. Dans ses autres apparitions, Hall modifie son énergie au lieu de répéter une recette. Le prédicateur de la collecte prend l'espace comme une scène sacrée et populaire. Maurice, au salon, a une présence différente, construite dans l'échange. Le plaisir vient aussi du dialogue secret entre les deux comédiens. Ils peuvent être amis au centre de l'histoire, puis fabriquer tout autour d'eux une galerie de voix qui semble n'avoir aucun lien avec le palais. Cette stratégie a trouvé une reconnaissance technique très concrète. Le film a reçu 2 nominations aux Oscars pour les costumes et le maquillage. Ce n'est pas un détail décoratif. Dans Un prince à New York, le costume raconte immédiatement la place qu'occupe quelqu'un, puis parfois ce qu'il cherche à faire croire. Les tissus royaux d'Hakim et de Jaff donnent aux Zamunda une stabilité monumentale. Les uniformes du McDowell's réduisent au contraire les différences individuelles au profit d'une machine de service. Daryl brille avec une précision publicitaire. Les clients et les barbiers semblent porter des vies entières dans une veste, une coupe, une paire de lunettes. Le travail de maquillage associé à Rick Baker sert la même logique. Il permet à Murphy et Hall de traverser âge, apparence et personnages sans que le film arrête constamment l'action pour demander l'admiration du spectateur. Les transformations sont intégrées à la circulation du récit. On entre dans un salon de coiffure et l'on accepte immédiatement que ces gens aient leurs habitudes, leurs griefs et leur histoire. C'est seulement après coup qu'on peut s'étonner de reconnaître les acteurs sous les visages. Cette discrétion est la clé. Un maquillage spectaculaire devient vite un piège s'il ne produit que l'effet de surprise. Ici, il libère une écriture de troupe. Les personnages de soutien ont assez de densité comique pour qu'on se demande réellement ce qu'ils vont dire, au lieu d'attendre seulement de deviner qui les incarne. Le film a ainsi contribué à installer durablement, dans la carrière de Murphy, le plaisir des rôles multiples. Mais il faut revenir à l'œuvre elle-même. Cette multiplication a surtout donné à New York une population de fiction incomparable. La structure visuelle repose sur 2 extrêmes. Zamunda est fait de lignes ouvertes, de grands escaliers, de lumière chaude, d'or, de rouge et de mouvements cérémoniels. Même lorsqu'Hakim traverse une pièce seule, il est entouré d'un dispositif qui rappelle sa fonction. Queens, lui, est resserré, rapide, rempli de portes, de comptoirs, de bouches de métro, de conversations qui se chevauchent. Les lieux y ont des usages, des odeurs implicites, du bruit. Landis ne cherche pas à opposer un beau monde à un monde laid. Il oppose un monde où tout est déjà attribué à un monde où l'on doit improviser sa place. Le palais permet au corps de se déplacer avec lenteur, presque comme dans un rituel. Le restaurant impose au contraire des gestes répétitifs et efficaces. Le salon de coiffure annule toute majesté. On y est assis, on attend, on parle trop fort, on répond à quelqu'un qui vous coupe. Le film raconte le parcours d'Hakim par ses changements d'espace avant même de l'expliquer par des mots. Le prince n'a pas seulement changé de pays,
Il a changé de cadre, de vitesse et de relation aux autres. Le McDowells constitue le décor comique le plus célèbre de cette géographie. Son fonctionnement repose sur une parodie assez précise pour être immédiatement lisible, sans devenir un simple calque. Cléo défend ses petites différences avec une fierté qui fait sourire, parce qu'elle dit beaucoup de la logique commerciale américaine. L'enseigne n'a pas besoin d'être originale si elle peut paraître assez familière. Le concurrent omniprésent se transforme en modèle à peine déplacé et l'écart minuscule devient une déclaration d'indépendance. Mais McDowell's est aussi le lieu où Hakim apprend ce qu'est un travail sans prestige. Dans la cuisine, personne ne s'intéresse à la généalogie de son royaume. Ce qui compte est de remplir une commande, de maintenir le rythme, de ne pas laisser tomber l'équipe. Le film n'idéalise pas l'entreprise de Cléo. Il lui donne des employés fatigués, des clients difficiles et l'ombre juridique d'une grande marque. Pourtant, il en fait une école pratique de la réciprocité. Hakim découvre que servir n'est pas nécessairement être diminué. Tout dépend de la liberté avec laquelle on accomplit le geste. La satire de Soul Glo est plus flamboyante, mais elle vise une zone voisine. Le produit promet de transformer une apparence en statut. Son slogan, sa musique et son excès de brillance construisent un rêve de réussite qui colle littéralement à celui qui le porte. Daryl en est la démonstration ambulante. Il ne manque pas d'assurance, il en a trop. Il ne manque pas de ressources, il manque de curiosité pour la personne qu'il prétend aimer. Le film ne ridiculise pas la beauté ou le soin de soi. Il ridiculise l'idée qu'une apparence contrôlée puisse dispenser d'écouter. C'est pourquoi Daryl devient le miroir inversé d'Hakim. Hakim cache une richesse réelle parce qu'il a peur de l'effet qu'elle produira. Daryl affiche tous les signes de richesse qu'il possède parce qu'il pense que leur effet suffit. Entre les deux, Lisa cherche une relation où les signes extérieurs ne décident pas seuls. Shari Headley donne à Lisa une présence indispensable à l'équilibre du film. Elle ne traite jamais Hakim comme une énigme exotique à résoudre. Elle le regarde comme un homme, ce qui est exactement ce qu'il désire, mais elle garde assez d'intelligence et de réserve pour ne pas devenir un personnage destiné à valider son évolution. Quand elle est blessée, sa réaction ne sert pas à rallonger artificiellement l'intrigue. Elle rappelle que son choix a du poids. Le film aurait pu facilement faire de Lisa une figure idéale, une récompense morale pour le prince gentil. Headley évite cette réduction par une manière très concrète d'habiter les scènes familiales. Elle est à l'aise avec son père, attentive à sa sœur, capable de supporter Daryl, sans sembler naïve à son sujet, et assez ferme pour ne pas se laisser hypnotiser par la richesse d'Hakim. On comprend pourquoi elle devient irremplaçable pour lui. Elle n'est pas une échappée hors du monde. Elle est une personne qui a déjà une vie. John Amos apporte à Cléo une autre forme d'ancrage. Dans les scènes où il parle de son restaurant, il laisse voir la fierté d'un propriétaire qui connaît la valeur du travail et de la débrouille. Son basculement devant le roi est drôle parce qu'il est si visible, mais l'acteur préserve toujours un peu de tendresse sous la cupidité momentanée. Cléo aime Lisa. Il se trompe sur ce qui garantit son bonheur, ce qui est beaucoup plus humain qu'un simple désir d'argent. James Earl Jones et Madge Sinclair font exister le Zamunda comme une famille, pas seulement comme un costume de luxe. La voix de Jones rend Jaff immédiatement souverain, mais le film a l'intelligence de ne pas le faire parler sans cesse. Un silence, un regard vexé, une posture suffisent à dire qu'il ne tolère pas que l'ordre lui échappe. Sinclair répond à cette autorité avec un calme différent. Sa reine ne cherche pas à vaincre son mari dans une joute. Elle attend le moment où la vérité d'Hakim devient impossible à nier. Cette opposition de style de jeu donne à la romance une épaisseur rare. Hakim ne quitte pas un monde caricatural peuplé de personnes sans amour. Il quitte des parents qui l'aiment, mais l'aiment dans le langage de la tradition. Lisa ne quitte pas non plus une famille indigne. Elle quitte une série d'attentes qui ont fini par l'empêcher d'entendre ses propres désirs. Le film ne demande donc pas de choisir entre le Zamunda et Queens. Il demande quels éléments de chaque monde les personnages veulent garder. La musique de Nile Rodgers participe à ce mélange de contes et de comédie urbaine. Elle n'écrase pas les scènes,
avec une émotion trop démonstrative. Elle sait laisser vivre l'énergie des dialogues, puis souligner le caractère presque mythologique des retours à Zamunda. Dans le jingle Soul Glow, Rogers pousse au contraire le langage publicitaire jusqu'au plaisir pur. Une même identité musicale peut ainsi accompagner la parodie, le romantisme et la fantaisie royale sans les confondre. Il y a aussi une grande intelligence dans le tempo. Le film dure un peu moins de 2 heures et ne se précipite pourtant pas vers la révélation. Il offre des détours, un voisinage, un salon, un numéro de chant raté, une dispute sur le confort, un détour par un match. Ces scènes ne sont pas des obstacles inutiles. Elles rendent crédible le fait qu'Hakim se construise une vie avant de la perdre. Sans elle, Lisa serait seulement la destination d'une quête. Grâce à elle, Queens devient l'expérience qui redéfinit le prince. Les détails les plus durables d'un prince à New York ne sont pas forcément les plus solennels. Un uniforme, une coupe de cheveux, un carton de fast-food, un vieil homme qui monopolise une discussion, une posture trop fière, un meuble absurde dans un appartement mal tenu. Le film comprend que les comédies vivent dans ces petites choses. Elles créent une mémoire tactile, une série de repères que l'on retrouve longtemps après avoir oublié la construction exacte d'une scène. Cette précision explique pourquoi le plaisir de revoir le film ne dépend pas seulement de la fin. On connaît le dénouement, on sait que Lisa sera sous le voile, on sait que Jaff finira par céder. Pourtant, on revient pour les chemins de traverse. On revient pour voir Hakim se réjouir d'une liberté minuscule, Semi se plaindre avec un sérieux extravagant, Cléo défendre son monde, ou le salon de coiffure s'emparer de quelques minutes, comme si l'histoire principale pouvait attendre. Le succès du film repose également sur un risque qu'il faut nommer avec précision. Zamunda est un pays africain inventé, présenté dans le registre du conte luxuriant. Il ne prétend pas représenter un pays réel, ni résumer un continent. Cette distance imaginaire permet au scénario de mettre en place une monarchie au code très visible, un lieu où les conventions ont la taille et l'éclat d'un mythe. Mais elle demande aussi de regarder le film pour ce qu'il est. Une fantaisie comique américaine de 1988, avec ses excès, son regard d'époque et son désir de fabriquer un rêve de royauté noire rarement offert, avec une telle ampleur par le cinéma grand public de l'époque. Cette ampleur a une fonction émotionnelle. Hakim n'est pas un pauvre garçon qui découvre la dignité grâce à New York. Il est déjà digne, déjà aimé, déjà entouré. Le film inverse donc un schéma plus habituel. Le héros est un homme noir immensément riche, héritier d'un royaume puissant, et le récit ne lui demande jamais de mériter son existence par la réussite sociale américaine. Ce qu'il cherche n'est pas une ascension. C'est une expérience de l'égalité, de l'incertitude et du choix. Ce renversement donne à la comédie une saveur particulière. Quand Hakim arrive aux Queens, il ne vient pas conquérir un monde par son talent ou son argent. Il arrive pour se rendre moins puissant. Il dissimule ce qui ferait de lui le centre de chaque pièce. Il accepte d'être un débutant. Cette décision ne l'efface pas. Elle lui révèle des parties de lui-même que le protocole empêchait de se manifester. Le film joue souvent avec les mots de statut. Prince, roi, reine, patron, employé, fiancé, fille de famille. Chaque étiquette promet une place claire. Or, les personnages les plus heureux sont ceux qui arrivent à déplacer ces étiquettes. Hakim est prince, mais il veut être aimé en homme. Lisa est la fille de Cléo, mais elle refuse d'être l'accessoire d'un mariage profitable. Cléo est patron, mais son autorité ne lui donne pas le droit de décider pour sa fille. Jaff est roi, mais il doit apprendre que le rôle de père ne se gouverne pas comme un royaume. La question du mariage arrangé organise ce mouvement dès les premières minutes. Le film traite l'idée sur un mode de fable, avec une démonstration volontairement simplifiée. Imani a été préparé pour ne jamais opposer de volonté. On peut discuter de la façon dont cette situation est écrite, car elle sert surtout de déclencheur à l'histoire d'Hakim. Mais la scène produit un contraste efficace avec Lisa. Lisa n'est pas définie par une indépendance abstraite. Elle existe parce qu'elle a des réactions, des désaccords, des priorités, une colère légitime. Elle ne correspond pas au désir d'Hakim parce qu'elle est parfaite. Elle lui correspond parce qu'elle ne se laisse pas programmer.
Cette logique éclaire même les blagues les plus larges. Au salon de coiffure, personne ne parle avec élégance diplomatique. Les conversations sont excessives, parfois méchantes, souvent ridicules, mais elles sont libres. Au McDowell's, les employés peuvent se plaindre, se tromper, commenter ce qui les entoure. Au palais, chaque phrase est filtrée par le respect dû au prince. Hakim se rapproche de Lisa parce qu'elle peut le contredire. Il se rapproche aussi du Queen's parce que les autres y parlent sans craindre ce qu'il pensera. Il existe cependant une ironie que le film sait utiliser sans la résoudre complètement. Hakim veut être traité comme n'importe qui, mais il peut revenir au palais dès que la réalité devient trop douloureuse. Sa pauvreté est choisie, temporaire, garantie par une fortune à laquelle les gens du quartier n'auront jamais accès. Le scénario ne transforme pas cette contradiction en accusation frontale. Il la laisse apparaître dans la gêne de Semmi, dans le contraste des logements, dans la réaction de Cléo, dans le choc de Lisa. Ce sont ces frottements qui empêchent la fantaisie de devenir totalement lisse. Le geste qui consiste à donner de l'argent à Mortimer et Randolph Duke résume assez bien cette ambiguïté. Hakim agit avec générosité, sans calcul, parce qu'il voit deux hommes dans le besoin. Le film invite à apprécier sa bonté, mais l'énormité de la somme révèle aussi ce que signifie vivre avec une réserve de richesse que l'on peut distribuer presque par accident. Le clin d'œil à Trading Place ajoute du jeu cinéphile, tandis que l'action d'Hakim rappelle que ses choix ont des effets démesurés même lorsqu'il essaie de devenir anonyme. La richesse est donc partout, mais elle n'est jamais exactement la même. À Zamunda, elle est héritage et pouvoir politique. Chez Cléo, elle est ambition commerciale, sécurité, possibilité de transmettre quelque chose à ses filles. Chez Daryl, elle est marque, surface, démonstration. Pour Semmi, elle est confort et protection contre l'humiliation. Pour Hakim, elle devient progressivement une responsabilité. Il doit décider s'il peut la posséder sans la laisser décider de ses relations. Lisa est la seule personne qui ne laisse pas sa position se définir par l'argent d'Hakim. Elle n'est pas naïve face au prestige. Elle est blessée par ce qu'il révèle. La fin lui donne une place active parce qu'elle ne vient pas simplement recevoir les bénéfices du royaume. Elle accepte la rencontre après avoir reçu une preuve que le prince peut préférer sa liberté à son propre pouvoir. Dans le cadre d'un conte, c'est une distinction importante. Elle ne choisit pas la couronne. Elle choisit un homme qui a appris à ne pas la retenir par la couronne. L'Amérique du titre est elle aussi plus complexe qu'une promesse de salut. Hakim débarque dans une ville où il est ignoré, ce qui lui offre une liberté nouvelle, mais il voit aussi la précarité, la dureté du logement, l'importance de l'argent et l'obsession de l'apparence. Le quartier l'accueille sans cérémonial, pas sans condition. Il doit travailler, payer, se faire une place. New York n'est pas présentée comme un lieu meilleur que Zamunda. Elle est présentée comme un lieu où l'ordre n'est pas garanti. Dans une comédie romantique, cette absence de garantie est un cadeau. Hakim ne peut pas savoir que Lisa l'aimera. Il ne peut pas obliger Cléo à l'apprécier. Il ne peut pas obtenir de son père une permission sans prix. Les réponses peuvent être négatives. C'est ce risque qui donne une valeur à la réponse finale de Lisa. Sans le risque de perdre, un choix d'amour devient une formalité. La présence de Daryl évite aussi que le film construise un conflit trop abstrait entre tradition et modernité. Daryl ne représente pas une vieille règle. Il représente une forme très contemporaine de possession. Il se pense progressiste parce qu'il offre des choses, parce qu'il est séduisant, parce qu'il appartient à une entreprise moderne. Mais il considère Lisa comme un élément déjà acquis. Le film montre ainsi que l'autonomie peut être menacée par un palais ancien, comme par un petit ami très sûr de lui. On comprend mieux pourquoi Daryl n'a pas besoin d'être cruel pour être un mauvais partenaire. Il est simplement incapable de reconnaître que Lisa n'est pas un prolongement de son image. Son monde fonctionne par présentation. La belle coiffure, le produit réussi, la fiancée idéale, la famille heureuse. Hakim se trompe aussi lorsqu'il organise sa rencontre avec Lisa comme une expérience contrôlée. La différence est qu'il finit par comprendre son erreur. Daryl ne semble jamais envisager que son propre regard puisse être le problème.
Le film s'inscrit dans un moment important de la carrière d'Eddie Murphy. Son histoire vient de lui, et le scénario est signé par David Sheffield et Barry W. Blaustein. John Landis assure la mise en scène. Cette combinaison produit une œuvre qui sait à la fois laisser Murphy au centre et élargir le jeu autour de lui. L'écriture lui donne un rôle romantique inhabituellement calme, puis invente des espaces où sa virtuosité de transformiste peut se déployer sans dévorer l'intrigue. Arsenio Hall occupe un rôle tout aussi structurant. Semmi pourrait facilement être le simple serviteur comique, chargé de commenter les bizarreries américaines. Hall lui donne une vraie trajectoire émotionnelle, même si elle reste dessinée avec légèreté. Semmi aime Hakim, mais il ne comprend pas toujours ses décisions. Il est loyal, mais cette loyauté est traversée par la peur de perdre son confort. Ses plaintes rendent le voyage plus drôle, et sa difficulté à s'adapter souligne ce que l'expérience demande réellement au prince. La mise en scène de Landis ne ralentit jamais assez longtemps pour transformer ses contradictions en discours. Elle préfère les laisser apparaître dans une collision de comportements. Jaff entre chez Cléo et toute la perception du père change. Semmi reçoit de l'argent et l'appartement se remplit de luxe. Daryl annonce un futur déjà préparé et Lisa se ferme. Hakim fait une tâche ordinaire avec sérieux et Lisa s'ouvre. La comédie avance parce que les gestes ont des conséquences immédiates. Cette écriture, par conséquence, explique la solidité de l'intrigue. Chaque grand événement découle d'un désir précis. Hakim refuse Imani, donc il part. Il veut être aimé sans son titre, donc il ment. Semmi ne supporte pas l'inconfort, donc il réclame de l'argent. Le roi reçoit la demande, donc il vient à New York. Lisa apprend l'identité d'Hakim, donc elle se protège. Hakim accepte de tout perdre, donc Lisa peut croire que son choix lui appartient. Rien ne repose uniquement sur une coïncidence décorative. Même les séquences les plus comiques font avancer ce mécanisme. Le salon de coiffure donne à Hakim accès à la collecte où il voit Lisa. Le McDowell's lui permet de vivre près d'elle tout en apprenant le travail. L'appartement misérable rend crédible le masque de Joe, puis les achats de Semmi le mettent en danger. Le film paraît parfois s'autoriser des détours, mais ces objets et ces lieux reviennent toujours avec une conséquence nouvelle. Cette manière de raconter contribue à la sensation de fluidité. Un prince à New York ne demande pas au spectateur de s'arrêter pour décoder une construction compliquée. Il suffit de suivre ce que les personnages veulent et ce qu'ils sont prêts à sacrifier. Hakim veut l'amour et sacrifie son confort. Semmi veut la sécurité et risque leur secret. Lisa veut le respect et refuse le prestige. Jaff veut la continuité et risque de perdre son fils. À la fin, ces désirs se réorganisent sans que le film oublie leur coût. Lors de sa sortie américaine en juin 1988, le film a rencontré un immense succès commercial. Son total mondial est généralement donné à près de 289 millions de dollars. Un résultat qui confirme que cette fable très particulière a trouvé un public bien au-delà de son principe de départ. Les premières critiques furent partagées, comme souvent pour une comédie très populaire, mais le temps a renforcé son statut. Sa mémoire ne repose pas seulement sur des phrases répétées ou sur quelques gags devenus familiers. Elle repose sur une collection de scènes que les spectateurs reconnaissent immédiatement, parce qu'elles ont chacune leur rythme propre. Le succès n'efface pas les aspects qui datent le film. Certaines caricatures, certains effets de genre ou de maquillage, certaines simplifications de l'histoire romantique portent clairement l'empreinte de leur époque. Les voir aujourd'hui avec recul ne diminue pas le plaisir. Au contraire, cela permet de distinguer ce qui demeure vivant. La délicatesse inattendue du personnage d'Hakim, l'autonomie de Lisa, l'inventivité de Murphy et Hall, l'énergie du monde créé autour d'eux. Une comédie culte n'est pas forcément une œuvre immobile que l'on protège de toute discussion. C'est une œuvre à laquelle on revient parce qu'elle continue de proposer des angles, des souvenirs et parfois des contradictions. Un prince à New York supporte ce retour. À chaque vision, on peut rire d'abord de Semmi, puis remarquer le regard de la reine. On peut aimer le faste de Zamunda, puis observer combien Hakim semble petit à l'intérieur de ce faste. On peut célébrer la révélation finale, puis mieux comprendre pourquoi Lisa a eu raison de partir.
Le temps a surtout confirmé la singularité de son équilibre. Beaucoup de comédies se souviennent de leur situation. Celle-ci se souvient de ces personnes. On ne pense pas seulement à un prince qui se déguise. On pense à la façon dont Hakim hésite avant de parler, à la panique sophistiquée de Semi devant un logement trop pauvre, à Cléo qui veut protéger sa fille tout en rêvant d'une réussite encore plus grande, à Lisa qui ne se laisse pas séduire par la réponse la plus facile. Ces personnages ne sont pas tous développés avec la même profondeur, mais ils ont chacun une manière très reconnaissable de prendre de la place. Ce qui paraît, au départ, être une grande histoire de déplacement géographique, devient donc une histoire de regard. Hakim quitte Zamunda pour voir le monde sans la lentille de son rang. Mais le film demande aussi au public de regarder Hakim autrement. Quand il arrive à Queens, nous savons qu'il est prince et les autres ne le savent pas. Nous voyons l'écart entre sa réalité et leur jugement. Puis, lorsque Lisa apprend la vérité, nous sommes forcés de mesurer l'écart inverse. Savoir qu'il est prince ne suffit pas à savoir s'il a bien agi. Cette position de spectateur est l'un des grands plaisirs de l'écriture. Le film nous rend complices du masque d'Hakim, puis nous empêche de le défendre trop facilement. Nous voulons que Lisa voie ses qualités, mais nous comprenons sa colère lorsqu'elle découvre que son regard a été organisé par un mensonge. La comédie romantique devient alors plus intéressante que sa formule. Elle ne se contente pas de cacher une identité jusqu'à ce qu'un malentendu soit gentiment dissipé. Elle laisse le secret produire une blessure qui doit être reconnue. La réparation est volontairement simple, presque ancienne dans sa forme. Pas de mécanisme juridique, pas de révélation supplémentaire, pas de grand retournement qui rendrait le mensonge sans conséquence. Hakim offre ce qu'il a de plus important, la possibilité de ne pas régner. Ce renoncement ne sert pas à impressionner Lisa par un sacrifice grandiose. Il retire au contraire l'argument qui pourrait la contraindre. S'il abandonne le trône, elle ne doit pas devenir reine pour le rejoindre. Leur décision peut enfin se placer sur le même plan. Le film a l'intelligence de ne pas enfermer cette leçon dans une scène de confession interminable. Il la rend visible par la trajectoire d'Hakim. Au palais, il n'a jamais besoin de demander. À New York, il demande du travail, un rendez-vous, une chance. À la fin, il demande à Lisa ce qu'elle veut, en sachant qu'il devra vivre avec sa réponse. Cette progression se cache derrière les gags, mais elle donne à l'histoire sa colonne vertébrale. Les objets participent constamment à cette progression. Les pétales jetés devant le prince disent qu'un chemin est préparé. Les sacs et les portes du quartier disent que le chemin doit être fait. L'uniforme du McDowell's dit qu'Hakim accepte une place modeste. L'argent de Semi dit que le passé peut revenir à tout moment. Le voile de la mariée dit qu'une tradition peut cacher un choix, ou au contraire le révéler. Rien de tout cela n'est compliqué, et c'est pourquoi cela fonctionne si bien dans une comédie populaire. On peut même lire le film comme un mouvement entre deux façons de jouer un rôle. Aux Zamunda, les rôles sont fixes. Le prince, le roi, la future épouse, le serviteur. À Queens, les rôles sont plus mobiles, mais restent lourds. L'employé, le patron, le petit ami, la fille, le voisin. Hakim passe la première moitié du film à fuir une case pour entrer dans une autre. La fin devient heureuse lorsqu'il comprend que l'enjeu n'est pas de trouver l'étiquette parfaite, mais de créer une relation où l'étiquette ne décide pas seule. Eddie Murphy et Arsenio Hall poussent ce thème jusqu'à la forme même de leur présence à l'écran. Le public sait qu'ils jouent plusieurs personnages, mais accepte de les voir disparaître sous ces rôles. Cette complicité avec le maquillage rend le sujet plus léger et plus joyeux. Une identité peut être multiple, mobile, performée. Le film ne développe pas cette idée comme un essai. Il la fait ressentir à chaque retour dans le salon de coiffure ou à chaque apparition inattendue. Le salon est d'ailleurs une petite ville à lui seul. Les personnages y discutent des autres, réécrivent le monde depuis leur fauteuil, défendent des opinions impossibles avec une assurance totale. Hakim y découvre une forme de démocratie comique. Tout le monde parle, personne ne reçoit une couronne, et pourtant chacun veut régner sur la conversation. Ces séquences ont une énergie presque indépendante de l'intrigue principale.
mais elle lui donne un contrepoint essentiel. Là où Zamunda organise la parole autour du pouvoir, le salon disperse le pouvoir dans le bruit. Ce bruit n'efface pas la solitude initiale d'Hakim. Il la rend plus visible. Un prince entouré de serviteurs peut être seul parce que personne n'ose lui répondre. À Queens, Hakim est parfois seul parce qu'il ne connaît personne, mais il découvre la possibilité que cette solitude se transforme en lien. La différence est considérable. Au palais, tout le monde le connaît sans le rencontrer. À New York, Lisa ne connaît pas son nom, mais elle commence à rencontrer l'homme. La relation avec Semi aide également à garder cette mélancolie sous le rire. Semi aime Hakim dans les limites de ce qu'il sait imaginer. Il croit sincèrement que protéger le prince consiste à préserver son confort, son argent, son rang. Hakim lui apprend que l'amitié peut exiger une autre forme de soutien. Laisser quelqu'un chercher ce qu'il ne comprend pas encore. Semi ne devient pas soudainement sage. Il reste drôle, matérialiste, parfois exaspérant. Mais leur lien survit parce qu'il y a entre eux une histoire qui ne dépend pas du protocole. Le voyage à New York pose ainsi une question plus vaste que celle du mariage. Que reste-t-il d'un homme lorsque tous les services qui le définissaient disparaissent? La réponse du film n'est pas qu'Hakim devient meilleur en souffrant. Elle est plus douce. Hakim avait déjà la capacité d'être généreux, attentif et curieux. Il avait simplement besoin d'un monde où ses qualités puissent devenir des choix et non des privilèges invisibles. Cette distinction évite au récit une morale trop facile. Le palais n'a pas détruit Hakim. Il lui a donné une éducation, un sens du devoir, une conscience de sa place. Mais il a aussi limité sa possibilité de se connaître. Queens ne le sauve pas par magie. La ville lui impose des réalités qu'il ne maîtrise pas et son passage reste protégé par une issue de secours. Pourtant, dans cet intervalle, il apprend à agir sans que tout soit décidé d'avance. C'est assez pour qu'il ne puisse plus revenir exactement au même homme. Le succès populaire du film vient sans doute de cette simplicité lisible. On peut le regarder pour le comique des personnages, pour les tenues de Zamunda, pour la parodie du McDowell's ou pour la romance. Chaque entrée est légitime, mais la comédie ne s'épuise pas parce que toutes ces entrées conduisent au même cœur, la dignité d'un choix libre. Hakim refuse une femme qui ne peut pas lui dire non. Lisa refuse un homme qui lui cache la vérité et organise son avenir. Jaff doit finir par accepter que le devoir sans désir devient une violence douce. Cette histoire de liberté explique aussi la présence durable de Lisa dans la mémoire du film. Elle n'est jamais une princesse en attente de sauvetage, même quand le récit la place dans une structure de conte. Elle garde son emploi, sa famille, son jugement. Elle quitte Hakim quand le prestige pourrait lui offrir tous les motifs de rester. Et lorsqu'elle retourne vers lui, c'est parce qu'elle a vu la qualité de son choix, non parce qu'un royaume a rendu le refus impossible. La suite, Un prince à New York 2, sorti en 2021, est venu prouver que l'univers de Zamunda et de Queens restait vivant dans l'imaginaire du public. Mais le premier film conserve une force particulière, celle d'une découverte. On y voit Hakim avant qu'il ne sache régner autrement, Lisa avant qu'elle ne découvre le poids réel de son avenir, Semi avant que l'inconfort ne fissure ses certitudes. Cette fraîcheur appartient à l'original. Elle ne dépend pas d'une mythologie devenue plus vaste. Elle vient du plaisir de voir un monde impossible se confronter à des besoins très ordinaires. Le fait que Eddie Murphy interprète à la fois le héros romantique et certaines des figures les plus extravagantes protège le film de la séparation trop nette entre émotion et farce. Il nous rappelle sans cesse que les deux registres viennent du même artiste, de la même imagination. Hakim avance avec une sincérité presque douce. Clarence, Saul ou Randy Watson débordent de leur cadre. Le film peut donc passer d'une scène tendre à une explosion de comédie sans donner l'impression de changer complètement de nature. Cette fluidité doit beaucoup à la confiance du film dans ses acteurs. John Landis cadre le faste et le désordre, mais il laisse les visages travailler. Une réaction de Shari Headley permet de comprendre ce que Lisa ne veut pas encore dire. Une immobilité de James Earl Jones suffit à peser sur une pièce. John Amos transforme une réplique commerciale en déclaration de caractère.
Arsenio Hall fait entendre l'inquiétude de Semmi derrière son snobisme. Le récit tient parce que ces comédiens ne jouent pas tous la même musique. Les 2 nominations aux Oscars pour le maquillage et les costumes prennent alors un sens plus large. Elles reconnaissent un artisanat visible, mais aussi la manière dont cet artisanat rend possible le jeu. Sans les silhouettes royales, Zamunda n'aurait pas sa majesté de conte. Sans les transformations de Murphy et Hall, le quartier perdrait une part de son âme comique. Sans les contrastes de matière, de coiffure et d'uniforme, la collision entre les 2 mondes serait beaucoup moins immédiate. La musique de Nile Rodgers complète cette circulation. Elle fait tenir ensemble le faste, la romance et la parodie sans imposer une seule couleur à tout le film. Le jingle Soul Glow est si précis qu'il devient presque un personnage. Les passages plus romantiques savent rester légers. Les retours au palais retrouvent une ampleur qui ne ridiculise pas l'émotion d'Hakim. Ce mélange de légèreté et d'élan est l'une des raisons pour lesquelles le film paraît encore généreux plutôt que seulement nostalgique. Au fond, Un prince à New York garde la forme d'un conte parce qu'il croit qu'une seule décision peut réorienter une vie. Hakim demande qu'on le laisse partir. Lisa décide de ne pas pardonner immédiatement. Le roi finit par écouter. Ses choix ne changent pas le monde entier, mais ils changent ce que le monde autorise autour d'eux. Le film n'a pas besoin d'aller plus loin pour atteindre sa vérité. Il commence dans un palais où chaque pas d'un homme est préparé par d'autres. Il se termine dans ce même palais, mais avec une femme qui a traversé la distance pour s'y tenir par volonté. Entre les deux, il y a un restaurant, un appartement, un salon de coiffure, une ville qui refuse de s'incliner et un prince qui apprend à ne plus demander qu'on s'incline devant lui. C'est peut-être cela qui reste le plus nettement, après les rires et les costumes. Le bonheur final n'arrive pas parce qu'Hakim retrouve son pouvoir. Il arrive parce que son pouvoir cesse, enfin, d'être la chose la plus importante de son histoire.